Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Merci d'être parmi nous ce soir, donc aussi nombreux à cette séance des Jeudis de Lima. Et c'est la séquence connue sous le nom d'invité du trimestre. Et qui nous a permis, depuis des années d'ailleurs, de décliner sous des formes politiques, philosophiques, économiques, des thématiques et de recevoir des personnalités du monde de la pensée, tels que Michel Serres, Jacques Derrida et d'autres, ainsi que des hommes politiques. Je ne vais pas tous les citer. Et d'ailleurs, on a des publications et la mémoire de Lima, elle porte cette trace. Ce soir, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir l'un des grands philosophes français qui a proposé donc de rebondir, de réagir sur une actualité qui n'en finit pas. À travers le mot révolution. Que veut dire la révolution? À quoi renvoie-t-elle? Est-ce que ce que a connu le monde arabe s'apparente à une révolution ou c'est autre chose que la révolution? Évidemment, c'est l'une des hypothèses de travail que va développer Alain Badiou. Pour la petite histoire, on a le plaisir, évidemment, de le recevoir à double titre. D'abord parce que, comme je l'ai dit, c'est un grand philosophe. Il est visible. On le suit régulièrement à travers ses débats à la télévision, à travers ses publications, évidemment. Et aussi parce que c'est un homme d'action, c'est un homme engagé. Et j'ouvrirai juste une petite parenthèse pour rappeler que Alain Badiou est né au Maroc en 1937, à Rabat, et tout à l'heure, au cours d'un échange comme ça informel, il nous a appris que son père était le professeur de Mehdi Ben Barka. Et à cause donc de son engagement pour contre le colonialisme, contre toutes les formes d'oppression, il a été expulsé du Maroc. Voilà. Peut-être qu'il reviendra tout à l'heure pour développer un peu cet aspect, parce que je suis sûr que notre public y tient. Et je voudrais, avant de céder la parole à Jean-Claude Perrier, qui est journaliste et écrivain au magazine Livre Hebdo, que je remercie vivement d'avoir accepté de modérer cette table ronde. Je vous rappelle que demain, nous recevons l'historien, aussi traducteur, André Miquel. À partir de 19h, vous connaissez André Miquel, évidemment, traducteur avec Jamaldine Melchir des Mille et une Nuits, auteur de la géographie, d'ouvrages sur la géographie et aussi sur la littérature. Et c'est quelqu'un qui a réhabilité, qui va nous présenter un nouveau regard sur le monde arabe et sur la culture arabe d'aujourd'hui. Voilà. Et puis, enfin, dernière rencontre avec une grande personnalité, le 16 décembre, nous recevons Edgar Morin. Ce sera l'occasion aussi, avec lui, de revenir sous le thème alerte en Méditerranée, sur ce drame qui se joue au quotidien devant nos yeux, à travers donc ces émigrés, à travers cette tragédie, cette odyssée qui a bénéficié évidemment d'une couverture médiatique, mais l'Europe, on a l'impression qu'elle tourne déjà le dos à tout ce qui s'est passé à Lampedusa et ce que connaissent aujourd'hui ces nouveaux migrants qui viennent d'Afghanistan, de Syrie et d'autres nouveaux pays. Voilà, sans plus tarder, je passe le micro à Jean-Claude Perrier. Je vous remercie de
d'être nombreux ce soir, et c'est un signe que la philosophie, elle se porte bien. Voilà, merci. Merci Mathilde. Ça marche. Donc merci à vous, mesdames et messieurs, d'être aussi nombreux à ce jeudi de Lima. Bien sûr, c'est un honneur et un plaisir de figurer à cette table à côté d'Alain Badiou. Alors, selon la formule convenue, on ne présente plus Alain Badiou, n'est-ce pas? Mais comme vous et moi n'avons peut-être pas en tête toute la richesse, la diversité de son parcours, je vais me permettre, avant qu'il ne nous fasse un exposé, de, comme ça, glisser quelques repères et puis aussi quelques pistes, puisque le déroulement de cette rencontre devrait être le suivant. Donc après les quelques minutes que je vais vous affliger, Alain Badiou nous fera un exposé. Ensuite, seront nées forcément des questions sur cet exposé ou sur d'autres thèmes auxquels il voudra bien répondre. Et enfin, vous aurez la possibilité vous-même de poser des questions à Alain Badiou avant de pouvoir, si vous le souhaitez, vous faire dédicacer tel ou tel de ses ouvrages. Alors, comme l'a rappelé Mathie tout à l'heure, Alain Badiou est donc né au Maroc. Il nous confiait tout à l'heure qu'il y a vécu assez peu de temps dans ses jeunes années, donc, mais il a quand même un souvenir, et puis ça marque quand même. C'est naître dans une culture comme ça, c'est pas impunément, je dirais. Ce qui est frappant dans cette trajectoire, c'est qu'elle est à la fois multiple, comme si Alain Badiou avait un peu des vies parallèles plus que successives. Et d'ailleurs, j'ai lu qu'il était très attaché à ce qu'on ne classifie pas son travail et son parcours en tranches, mais que tout ça forme un ensemble cohérent. Vous êtes contre la dichotomie, mais plutôt pour la cohérence. Alors, je disais ampleur et diversité, donc Alain Badiou, philosophe, évidemment, qui est maintenant professeur honoraire à l'École normale supérieure de la rue d'Ulm, où il anime nonobstant un séminaire mensuel. Mais Alain Badiou est aussi essayiste, bien sûr, et plus inattendu d'une certaine façon, romancier, c'est pas si fréquent chez les philosophes, et encore moins attendu d'une certaine façon, passionné de théâtre. Et petite confidence, aussi tout à l'heure, il aurait même songé un moment à devenir comédien, donc on en parlera peut-être tout à l'heure. Homme de théâtre, dramaturge, auteur de pièces, donc passionné par le théâtre. Et je dirais, en tant que passionné par le théâtre, le champ politique ne pouvait pas le laisser indifférent. Le grand théâtre du monde. On vous a rappelé tout à l'heure que Alain Badiou est un homme engagé, mais pas seulement un intellectuel engagé, c'est un militant. Il a été très tôt un militant politique, sur les traces de son père, donc engagé au PSU, avec ensuite un parcours politique très riche sur lequel évidemment il reviendra. Moi, ce qui m'a frappé dans cette histoire, c'est qu'il est quasiment le seul maoïste que je connaisse à ne pas renier cette part de son engagement politique et de son passé, alors que tout le reste de l'intelligentsia maoïste des années 60-70, évidemment, a renié tout ça avec pas mépris, mais enfin s'est empressé d'une certaine façon de renier tout ça. Bien entendu, on parlera de ces révolutions arabes avec les guillemets s'il le faut, etc. Et Alain Badiou nous en parlera. Peut-être aussi nous fera-t-il partager ou bénéficier de ses analyses sur la situation politique actuelle, parce que on l'a laissé en tant que pamphlétaire habillant de belle manière Nicolas Sarkozy. Moi, j'aimerais bien savoir si Alain Badiou pourrait écrire un livre équivalent sur l'actuel président que sur le précédent. Ça pourrait être assez amusant, ou pas, ou pas. Et puis, il y a une dimension évidemment chez Alain Badiou qui est la dimension polémique. C'est quelqu'un qui ne recule pas devant l'attaque énergique, voire frontale, et en retour, il a reçu son lot de controverses, de polémiques, et là peut-être aussi fera-t-on un point sur tout ça. Donc voilà un petit peu juste des pistes tracées. Donc on va laisser la parole à Alain Badiou, et ensuite donc l'un et les autres nous lui poserons des questions s'il veut bien aborder un certain nombre de thèmes. Et puis d'autres thèmes évidemment que nous aurions pu oublier mais qui lui tiennent à cœur. Il est chez lui ce soir. Merci.
Je vous en prie, Alain. Merci. Merci à vous. Oui, alors je voudrais commencer par dire que je ne parle pas ici à aucun titre en tant que spécialiste du monde arabe. Je n'en suis pas spécialiste au sens de l'expérience immédiate, qui peut être celle des habitants des pays qui composent ce monde, et notamment de ceux qui ont participé ou participent directement à ce qui est un peu le sujet de ce soir, à savoir les épisodes successifs qui ont marqué récemment l'évolution historique de la situation dans ce monde arabe. Et ce, bien qu'en effet je sois né au Maroc, par l'effet de ce qu'on pourrait appeler un hasard de type colonial. Mais je ne suis pas non plus un spécialiste journalistique, académique ou diplomatique des régions du monde concernées, parce qu'il a reçu, entre autres noms, celui de printemps arabe, et dont les conséquences sont loin d'être tout advenues. En somme, je n'ai pas eu à ce jour de lien concret, matériel, avec les situations dont je vais parler. Un de mes maîtres, dont vous avez rappelé l'importance, Mao Tse-tung, avait coutume de dire que, étant donné une situation concrète, ceux qui n'ont pas fait d'enquête sur cette situation n'ont pas droit à la parole. En un sens, donc, je n'ai pas de droit particulier à la parole sur le printemps arabe, et je dois donc justifier mon intervention ici, même comme n'étant ni celle d'un acteur, qu'il soit important ou minuscule, ni celle d'un témoin, ni celle d'un savant qui lit et parle la langue arabe dans ses différentes inflexions. Alors je vais donc commencer par définir le lieu intellectuel et pratique d'où je parle, et d'où je parle notamment de ces événements. Alors il y a d'abord la philosophie, parce que je soutiens que l'invention conceptuelle de la philosophie est sous condition d'autres pensées, d'autres pratiques qui lui demeurent extérieures. Parmi ces conditions, il y a la politique, à la fois le réel politique contemporain et l'histoire des politiques. Et à ce titre, toute nouveauté politique qui se manifeste dans le monde actuel, et d'autant plus qu'elle semble pouvoir relancer ou infléchir l'histoire des politiques, me concerne en tant que philosophe. Puis alors, par ailleurs, je soutiens que toute vérité, c'est-à-dire tout ce qui possède de façon vérifiable une portée universelle, prend naissance et crée dans un contexte historique particulier. Je vous dirais même que c'est mon problème le plus important. Comment comprendre que ce qui vaut universellement puisse cependant commencer, être créé et déployé dans des situations qui sont, elles, toujours absolument particulières, dans l'espace comme dans le temps, dans la géographie, comme dans l'histoire. Autrement dit, la question de la genèse des vérités universelles dans des situations qui sont par définition particulières, dans l'espace et dans le temps, est un problème qui, à mon sens, est au cœur de la philosophie. Alors à ce genre de commencement de ce qui est universel dans un monde localisé, particulier, j'ai donné, après beaucoup d'autres, le nom d'événement. Alors il en résulte que tout ce qui ressemble à un événement, en ce sens-là, tout ce qui semble produire des effets qui, bien que localisés, pourraient avoir une portée universelle, me concerne en tant que philosophe. Alors la question, finalement, que me pose, inévitablement, tout ce qui se passe, particulièrement dans les dernières années, dans l'ensemble de ce que nous appelons, par facilité, d'une certaine façon, le monde arabe, peut finalement être ainsi très simplement résumé. La question donc dont je vais parler ce soir devant vous, sommes-nous contemporains
d'un événement politique dont le site particulier est interne au monde arabe, mais qui est virtuellement porteur de conséquences dont la portée est universelle. Voilà ma question. Alors, je voudrais vous indiquer dès le début une difficulté qui peut étonner. C'est que caractériser ce qui se passe en Égypte ou en Tunisie ou ailleurs comme étant de l'ordre de l'événement semble facile, voire évident. Cependant que caractériser tout cela comme politique est en un certain sens bien plus difficile. Un événement, c'est une rupture dans les lois stables d'une situation. C'est un phénomène imprévisible de l'intérieur de ce qu'on connaît et de ce qu'on pratique être les lois stables de cette situation. Un événement, c'est un commencement, précisément parce que rien dans les lois de la situation, dans la structure, si vous voulez, de la situation, ne permet de prévoir son arrivée et ses péripéties. Or, il est certain qu'à échelle de l'opinion générale, personne, avant 2010-2009, ne doutait de la stabilité des régimes autoritaires de Moubarak en Égypte et de Ben Ali en Tunisie. Ils étaient même couramment donnés par leurs chers alliés occidentaux comme des exemples de stabilité, mettant ces pays, en tout cas, à l'abri du très redouté et très obscur islamisme, avec tous les guillemets que vous voulez. Or, 2 ans plus tard, des partis, se réclamant explicitement de l'islam, étaient au pouvoir dans ces 2 pays. Ce pouvoir, nous le savons aujourd'hui, mais nous pouvions le prévoir, était fragile, il était très précaire. Mais, après tout, tout ce qui advient de façon événementielle est d'abord précaire. Comment ce qui apparaît comme une exception historique, comme une défaillance locale des lois établies, pourrait-il être immédiatement doté d'une forte puissance? Cette précarité n'est donc pas étonnante. Elle nous indique seulement que l'événement n'est pas clos, que le renversement local des pouvoirs établis n'a pas encore pris une nouvelle forme stable. L'extrême fragilité des nouveaux pouvoirs, la continuation des violences, l'incertitude sur l'issue des combats, tout cela ne contredit pas, mais au contraire confirme qu'il y a, dans certains pays du monde arabe, les signes forts d'un événement. Il y a du reste d'autres signes. Par exemple, nous savons, c'est un point très important, que les formes concrètes, sensibles d'un événement ne ressemblent en rien à ce qui se passe dans la vie ordinaire, dans l'existence réglée par l'état de la situation et finalement par l'état tout court, celui qui régente la situation. Et en effet, dans différents pays arabes, ce qu'on a vu était entièrement séparé, novateur, par rapport aux coutumes du visible dans ces 2 pays. Rassemblements populaires gigantesques, coopération entre groupes ordinairement séparés, voire hostiles, diversité de la provenance sociale, occupation nuit et jour organisée par le peuple lui-même de grands espaces du centre-ville, échauffourée à la périphérie interdisant la pénétration de la police, démocratie sauvage, mais aussi parfaitement pacifique. Toutes ces caractéristiques qui sont celles de ce qu'on peut nommer, de ce qu'on a nommé la démocratie de masse, que je nomme pour ma part le communisme de mouvement, c'est-à-dire le puissant sentiment, n'est-ce pas, d'égalité et d'unité qui organise pendant un certain temps la foule, sont indubitablement des signes événementiels. Des signes que l'on a affaire
à une exception historique au sens d'un événement. Alors maintenant, s'agit-il à proprement parler de politique et en quel sens? Cette question est beaucoup plus délicate. On pourrait dire naturellement, c'est une évidence. Le mot d'ordre unificateur, dans les deux cas aujourd'hui les plus significatifs, les plus achevés, Égypte et Tunisie, concernait la direction de l'État. Moubarak dégage, Ben Ali c'est fini, et le résultat immédiat, quelles que soient les péripéties à venir, le résultat immédiat a bel et bien été la fuite ou l'arrestation de ces potentats en apparence parfaitement installés et maîtres du pouvoir. On pourrait dire quoi de plus évidemment politique que le renversement d'un pouvoir d'État en place? Bien, pour moi, philosophe, cette évidence, à vrai dire, n'en est pas une. Il faut disposer d'une définition un tout petit peu précise de la politique pour trancher cette question. Je propose, philosophiquement, de réserver le nom de politique au développement réel dans un collectif déterminé, un pays, une nation, un peuple, d'une conception générale de l'organisation de ce collectif. Il y a une pensée et une pratique qui concernent l'organisation de la vie collective elle-même. Alors ce développement d'une conception générale de l'organisation de la collectivité doit être certes objectif, réel, pratique. Il doit se manifester de façon tangible et durable pour qu'on dise qu'il y a politique. Mais il est toujours aussi, peut-être principalement, subjectif. Il vise la construction en sa faveur d'une opinion large, ralliant de vastes couches populaires, et son mode d'être consiste, en général, en des pratiques, des processus militants organisés, réunissant des gens de provenance diverses, ce qu'on pourrait appeler des gens de partout, réunis précisément par leurs convictions communes concernant une transformation, un réaménagement ou une recréation des règles générales de l'univers collectif concerné. C'est pourquoi on pourrait dire empiriquement que le centre vivant des politiques, quelle qu'elle soit, c'est la réunion. La réunion, petite ou grande, de la réunion à la manifestation ou à l'occupation ou au rassemblement, réunion dans laquelle est discuté un mot d'ordre, en même temps que sont collectivement mises au point des décisions qu'implique ce mot d'ordre, sa propagation, les conditions de son amélioration et de son éventuelle victoire, tout cela référé à la conception partagée de ce que peut être cette recréation, cette réinvention de l'univers collectif. Alors bien entendu, tout cela concerne souvent l'État. Il s'agit souvent de juger les mesures prises par l'État, de les soutenir ou de les attaquer. Ça concerne aussi des jugements portés, positifs ou négatifs, sur le personnel du pouvoir. Mais il s'en faut de beaucoup, et c'est une idée à mon sens très importante, que la gestion de l'État soit l'unique enjeu des politiques. Il s'en faut donc de beaucoup que le pouvoir, la prise du pouvoir d'État, soit l'alpha et l'oméga des politiques. C'est une habitude que nous avons prise, mais c'est une mauvaise habitude. Je soutiendrai volontiers que la plupart du temps, l'État est profondément apolitique. Son objectif principal est de persévérer dans son être, et non pas de changer radicalement les règles de l'existence collective.
l'État est essentiellement conservateur. Nous avons pu voir que le fait qu'il s'appelle État socialiste ne change pas grand-chose à cette nature essentiellement conservatrice. L'État tend à réprimer tout ce qui n'est pas conforme à la conservation de l'ordre établi, quel que soit par ailleurs cet ordre. L'État, en réalité, a horreur des événements. L'État prétend, lui, au monopole de la politique, en grande partie parce que la dimension subjective des vraies politiques, des politiques militantes, ne lui plaît nullement. Encore moins les manifestations massives et unifiées, donc de type événementiel, dont il sait d'instinct que la plupart du temps elles sont dirigées contre lui, contre son conservatisme brutal. Et il y a en effet peu d'exceptions. L'État cherche le plus souvent, et regardez autour de vous, y compris aujourd'hui, vous en trouverez des preuves, l'État cherche le plus souvent à dépolitiser la situation qu'il domine. L'État, en réalité, n'aime pas la politique, en son sens déployé, populaire et massif. Nous pouvons donc dire que demander l'élimination d'un dirigeant de l'État, Moubarak dégage, peut certes être un des mots d'ordre d'une politique, visant en particulier à libérer les politiques vraies que l'État proscrit ou dont il se méfie, que le pouvoir d'État tend à asphyxier. Car le pouvoir d'État tend toujours à asphyxier les formes radicales de la volonté populaire. Mais cela ne peut en aucune façon permettre d'identifier la pratique de l'État comme tout entière politique. Alors du reste, je pense que de façon plus générale, c'est une conséquence des définitions que je propose, une politique dépend de ses affirmations fondamentales, des principes qui sont les siens. Par exemple, des principes de justice, des principes d'égalité, des principes de liberté, tels qu'ils peuvent être mis en œuvre dans une situation concrète. Or, évidemment, ces principes ne peuvent exister dans une situation concrète sous la seule forme d'une négation. Un principe contient toujours une part essentielle d'affirmation concernant ce qui est visé, voulu, désiré quant à la transformation de la situation collective. Alors, nous ne voyons que trop aujourd'hui que des mots d'ordre comme Moubarak dégage ont une portée exclusivement tactique. Ce sont des mots d'ordre unificateurs de politiques vraisemblablement ou virtuellement différentes, dès lors qu'elles auraient à se confronter à leur dimension affirmative. Les mots d'ordre négatifs rassemblent bien plus largement que les affirmations créatrices. Nous le savons parfaitement, surtout quand elles commencent, qu'elles débutent, qu'elles sont en exception de la situation. Alors, si nous le comprenons bien aujourd'hui, c'est que on me dit de toutes parts, mais je n'ai pas fait d'enquête, que le général Fattah al-Sisi est aujourd'hui extrêmement populaire en Égypte. Alors je le crois, puisque je n'ai pas fait d'enquête m'indiquant le contraire. Mais de loin, je ne vois pas que l'état militaire de Moubarak soit radicalement remis en question au sens d'un nouvel aménagement de la collectivité générale par le général al-Sisi. Je crois voir plutôt une sorte de cercle tout à fait étonnant. L'élimination de la forme militaire du pouvoir d'État sous la pression des masses a fait venir finalement au pouvoir les frères musulmans. L'élimination des frères musulmans par un coup d'État militaire tout de même d'une rare brutalité a fait revenir la forme militaire du pouvoir d'État pour le moment. En somme, deux négations semblent s'annuler
conformément à la logique classique. Deux négations équivalent à une réaffirmation. Et ce, au prix tout de même de massacres significatifs et d'arrestations massives. Alors cette circularité négative, vous voyez, cette circularité négative s'explique parce que, quelles que soient par ailleurs les considérations sur ce que vaut ou ne vaut pas tout cela, mais cette circularité négative s'explique parce que le mouvement populaire massif qui a fait chuter Moubarak n'avait en définitive comme lien interne fort qu'une négation. Moubarak dégage. Il a ensuite abouti à un accord très formel et d'ailleurs contesté, un accord très extérieur, celui qui a conduit, sans aucune idée politique précise, à des élections. C'est la preuve, il faut retenir, que la procédure électorale comme telle ne définit bien évidemment aucune politique. Elle peut elle-même être interne à une simple coalition négative. À vrai dire, il n'y a aucun rapport vivant, saisissable, entre un puissant mouvement populaire et la procédure électorale. Nous en avons fait l'expérience ici, en mai 68, permettez-moi de parler en ancien combattant, où, après un tumulte de masse un peu sans précédent, les élections ont reconduit au pouvoir une majorité gaulliste écrasante. Ce qui prouve bien qu'entre le mouvement lui-même, si massif qu'il ait été, et la procédure électorale, il n'y avait aucune continuité assignable. Mais même, en la circonstance, une contradiction manifeste. Au fond, l'idée de l'élection, quand elle n'est pas directement répressive, elle arrive là où fait entièrement défaut, dans le mouvement de masse, une unité politique qui ne soit pas seulement cristallisée dans une négation, mais qui prenne la forme d'une unité politique affirmative, inventive et organisée. Alors ça nous conduit à la relation entre politique et mouvement. Et finalement, entre ce qu'on pourrait appeler la création politique et le mouvement historique. Un événement populaire massif est certes un événement de l'histoire. J'ai dit qu'en la matière, il n'y avait pas l'ombre d'un doute s'agissant de ce qui a été appelé le printemps arabe. Cependant, il ne crée une possibilité politique nouvelle que si sa dimension affirmative, ses principes unificateurs, ce qui en constitue la force et la durée, n'est pas réductible à un mot d'ordre tactique et négatif. Alors, dans un petit livre publié à Chaud en 2011, sous le titre « Le réveil de l'histoire », le réveil de l'histoire, hein, j'ai qualifié les mouvements populaires du monde arabe d'émeutes historiques. Des émeutes historiques. Naturellement, je reconnaissais ainsi leur grandeur et, en un certain sens, leur importance universelle. Je ne reviens nullement sur ce jugement, quelles qu'aient été les péripéties postérieures. Mais déjà, je redoutais, avant même qu'elles aient eu lieu, que les fameuses élections libres ne transforment cette importance historique en une grave faiblesse politique. Et je le redoutais d'autant plus que je voyais dans l'unité de surface autour des élections libres la main de l'Occident impérial, sous sa forme subjective. En effet, les grandes et moyennes puissances dotées d'un capitalisme développé composent aujourd'hui, sous le nom de communauté internationale, c'est un nom comme un autre, l'équivalent impérial moderne de la Sainte Alliance contre-révolutionnaire au XIXe siècle. Je vous propose de considérer que les descendants
légitime de la Sainte Alliance contre-révolutionnaire qui a suivi la Révolution française dans les années 1820-1830, a aujourd'hui ressurgi, après l'effondrement des États socialistes, sous le nom coloré de communauté internationale. Alors, ces puissances agissent partout, y compris militairement, pour organiser, dans les zones qui les intéressent pour diverses raisons, des élections libres. C'est un point particulier de monter des organisations et des expéditions militaires pour organiser des élections libres. Ça n'est pas rien, c'est une invention significative même. Et au fond, disons-le clairement, c'est d'ailleurs une évidence, elle pense que les élections libres amèneront au pouvoir des clients dont il y a chance qu'ils soient à la fois plus dociles et plus acceptables que les dictatures militaires. Que les dictatures militaires, que les mêmes puissances de la communauté internationale, rappelons-le, ont installées et soutenues pendant des décennies. N'oublions jamais ce qu'a été, par exemple, pendant des décennies, la politique de la glorieuse démocratie nord-américaine en Amérique du Sud. Non seulement elle y a soutenu des dictatures infâmes pendant des décennies, mais elle les y a installées. Le coup d'État de Pinochet au Chili s'est médité et organisé dans les locaux de l'ambassade américaine elle-même. Donc n'oublions pas cela, et demandons-nous, quand elle continue cette même politique d'intervention partout, sous la forme d'expéditions militaires démocratiques, n'est-ce pas, si ce n'est pas la continuation de la même politique par d'autres moyens. Au fond, la puissance idéologique du mot démocratie est là un argument de propagande, et je me dis que cette démocratie est au fond la modernité politique dont se réclament les puissances impériales contemporaines, comme elles le faisaient déjà, à vrai dire, contre les États socialistes d'avant 1989. Et à mon sens, cette modernité est fallacieuse parce qu'elle vise à écraser toute levée politique réelle en réduisant cette levée politique à la mise en place d'une forme d'État particulier qui est l'État des élections libres, sans vérifier aucunement ni se soucier qu'il y ait une corrélation véritable, concrète, affirmative, effective entre cette mise en place d'États nouveaux par les élections libres et ce qui constituait l'unité subjective véritable du mouvement populaire. Il est quand même vrai que cette modernité, comme toute modernité, fascine une partie de l'opinion publique des pays concernés, en particulier, nous le savons, les classes moyennes. J'ai maintes fois démontré, ou tenté de démontrer, que le mot démocratie, en son sens étatique, puisqu'il y a aussi la démocratie de masse, il y a la démocratie de lieu, il y a bien d'autres formes de la démocratie, c'est-à-dire les élections libres, c'est-à-dire une forme d'État, une réduction du mouvement à l'État, en réalité, et le fétiche propagandiste du capitalisme contemporain, ce qu'on pourrait appeler son masque séducteur. Alors c'est pourquoi, à l'occasion des émeutes historiques dans le monde arabe, dont je saluais la grandeur, dont je pensais qu'elles constituaient en effet un réveil de l'histoire, j'ai mis en garde contre la puissance subjective de ce que j'ai appelé le désir d'Occident. Le désir d'Occident tel qu'il pouvait travailler une fraction des populations, y compris de celles qui étaient mobilisées dans la levée historique populaire. Désir d'Occident dont la forme matérielle est bien connue, bien-être, production, marchandises, etc., tout ce que le capitalisme peut proposer ou offrir à la subjectivité consommatrice, mais dont la forme étatique, pseudo-politique, est justement le motif invariable des élections libres. Alors, je ne veux pas jouer au prophète, mais j'écrivais à l'époque, à l'intérieur même de mon enthousiasme historique pour les mouvements populaires dans le monde arabe, ceci, là je me cite sur ce sujet particulier, j'écrivais ceci: une émeute soumise au désir d'Occident prend la forme immédiate d'une émeute antidespotique
dont la puissance négative et populaire est bien celle de la foule, mais dont la puissance affirmative n'a pas d'autre norme que celle dont l'Occident se prévaut. Un mouvement populaire répondant à cette définition a toute chance de se terminer par des réformes constitutionnelles très modestes et des élections bien contrôlées par la communauté internationale, dont sortiront vainqueurs, à la surprise générale des sympathisants de l'émeute, soit des sicaires bien connus des intérêts occidentaux, soit une mouture de ces islamistes modérés dont nos gouvernements apprennent peu à peu qu'il n'y a pas grand-chose à redouter. Je propose de dire qu'au terme d'un tel processus, on aura assisté à un phénomène d'inclusion occidentale de la levée historique dans le monde arabe. Là, vous voyez, tout va se jouer donc dans la question de savoir ce que les émeutes historiques dans le monde arabe ont en réalité ouvert qui leur soit propre, qui ne soit pas l'imposition abstraite des élections libres, lesquelles ont donné immédiatement le pouvoir à un groupe qui était resté largement à la remorque, sinon absent, du mouvement populaire lui-même. Alors, je considère que, jusqu'à ce jour, dans une large mesure, les émeutes historiques dans le monde arabe ont échoué, mais cet échec peut tout à fait être provisoire, nous y reviendrons. Elles ont échoué à ouvrir la possibilité d'une nouveauté politique radicale pour la raison suivante. Unifié dans une démocratie de masse remarquable et nouvelle, le mouvement populaire a trouvé son unité dans la négation des formes existantes de l'État. Telle a été la genèse de ces mots d'ordre. Mais pour ce qui était des formes politiques nouvelles à inventer et à proposer, il a laissé provisoirement la victoire aux élections libres, c'est-à-dire au désir d'Occident, parce que le motif de la démocratie, le motif étatique de la démocratie, a représenté pour lui la seule modernité politique disponible en ce qui concerne la forme de l'État. Alors vous voyez, tout se joue dans le rapport entre politique et histoire dans cette affaire, tel que le convoquent pour nous ces grands épisodes historiques dans le monde arabe sur trois plans qu'on pourrait distinguer ainsi. Premièrement, le rapport du mouvement à l'État, qui prend généralement une forme essentiellement négative. À bas l'État existant, à bas Moubarak dégage, Ben Ali c'est fini, etc. Le rapport du mouvement, deuxièmement, à la modernité occidentale, médié par la question de la démocratie, subjectivement et finalement constitutionnellement médié par la question de la démocratie. Et troisièmement, le rapport de la création politique, de la nouveauté politique au mouvement, à l'État et à l'Occident. Alors c'est là que pour analyser dans son contexte général la portée non seulement historique mais éventuellement politique des émeutes dans le monde arabe, nous allons nous servir du schéma que vous avez normalement entre vos mains et qui figurait au tableau jusqu'à sa disparition. Il va revenir. Inopinée. Il va sûrement revenir. Évidemment, la question de savoir qui peut appuyer sur ces TRL. C'est là que ça se passe. J'ai pas pris le papier, moi. J'ai pas compris que ça accompagnait le... Voilà, le voilà là. Ah. Oui, j'en ai besoin un peu. Oui, je peux suivre. Ah oui, ça demande quelques explications. Ah, je suis là pour ça. Ça y est. Voilà, bon. Alors, nous allons donc, je vais éclairer ce gribouillis géométrique. Alors,
l'hypothèse du schéma que vous avez là sous les yeux, que j'espère qu'un certain nombre d'entre vous ont directement sur les genoux, c'est la suivante. La situation mondiale contemporaine, là je m'écarte pour instant de la particularité des révoltes dans le monde arabe pour parler de la situation mondiale. L'hypothèse est la suivante. La situation mondiale contemporaine ne peut être comprise, il est impossible de la comprendre dans ses principaux effets subjectifs, de façon à soutenir l'invention politique, à partir d'une seule contradiction. Donc un énoncé très modeste qui consiste à dire, voilà, il n'y a pas de schéma efficace concernant la situation mondiale qui reposerait sur l'idée que la situation mondiale est dominée par une seule contradiction. Or, c'est ce que prétendent, d'une certaine manière, les trois camps politiques virtuels ou réels existants dans le monde, qui sont respectivement ce que j'appellerais le camp occidental et impérial, le camp réactif, réactionnaire, réactif, on peut dire aussi traditionnaliste, on peut choisir les mots, nous y reviendrons, et enfin le camp qu'on peut appeler marxiste classique. Voilà. Disons que ces trois, à échelle véritablement globale, l'analyse de la situation mondiale des politiques se fait dans ce cadre-là. Alors, premièrement, chacun propose une contradiction politique dominante. Le camp occidental est impérial. Celui des zones, des pays ou des États où domine le grand capitalisme mondialisé, fait propagande de ce qu'il est le seul représentant de l'unique modernité politique, à savoir l'État représentatif démocratique qui tire sa légitimité des élections libres. Il est le porteur de ce modèle, de cette matrice, comme étant ce dont il se prévaut comme modernité politique réalisée. De ce point de vue-là, la contradiction principale, sur fond de capitalisme considéré comme naturel et inévitable, n'est-ce pas, sur fond de capitalisme comme forme naturelle de l'économie, la contradiction est alors, dit la propagande, la contradiction entre dictature et démocratie. Et on est donc fondé et habilité, en termes de politique mondiale, à intervenir contre les dictatures au nom de la démocratie, ce que l'on fait lorsque la dictature n'est pas trop grosse. Que se méfie le petit dictateur. Le Libyen, on lui fera la peau. Le Chinois, on y regardera à deux fois. Mais néanmoins, la propagande générale se fait avec comme noyau cette contradiction-là, la contradiction entre dictature et démocratie. Deuxièmement, ce que j'appellerais le camp réactif, traditionnaliste ou réactionnaire ou conservateur, en appelle, lui, non pas du tout à la modernité politique de la démocratie, mais il en appelle à la tradition contre la modernité. Alors qui se réclame du christianisme, de l'islam, du nationalisme, de la race, de la culture, ou même d'un vieux socialisme étatisé et paralytique, ça définit les circonstances locales de ce courant. Mais l'essentiel consiste à prôner une compatibilité que l'on désire entre le retour ou le maintien d'un enracinement traditionnel réactif de la société et le capitalisme dominant. Ce n'est pas du tout une figure anticapitaliste, c'est une figure qui assume en réalité, elle aussi, le capitalisme comme la forme inévitable et inéluctable d'organisation de la production collective, mais elle affirme que c'est compatible avec des éléments de maintien, voire de renforcement de la tradition sous toutes ses formes, c'est-à-dire de ce qu'on pourrait appeler le vieux monde. Sous sa forme politique absolument active et hargneuse, je crois qu'on peut donner à cette vision des choses le nom générique de fascisme.
mais en le prenant en quelque sorte à plat, en appelant fascisme une vision antimoderniste acharnée, nostalgique de l'époque des nations et du conservatisme, mais articulée violemment au capitalisme lui-même, qui ne remet pas en cause la naturalité fondamentale du capitalisme. Alors, pour ce courant, la contradiction principale, sur fond de nouveau de capitalisme évident et naturel, c'est la contradiction entre les vicieuses libertés modernes et l'ordre traditionnel. Et encore une fois, l'ordre traditionnel peut être défini de bien des façons. Et enfin, troisièmement, il y aurait un camp militant, aujourd'hui très affaibli à échelle planétaire, qui soutient que la contradiction principale et unique demeure celle qui oppose le mouvement d'émancipation collective, socialiste ou communiste, le mouvement, comme le disait Marx, de libre association, au capitalisme lui-même. Donc vous voyez, dans les trois cas, on a une contradiction dominante unique qui régit la subjectivité politique potentielle. La contradiction entre démocratie et dictature, la contradiction entre tradition et modernité, ou la contradiction, finalement, entre communisme et capitalisme. Alors, j'appartiens en certain sens à cette dernière orientation, donc j'assume qu'elle est la plus minoritaire de toutes, celle qui doit être reconstruite de fond en comble, etc., etc. Mais je propose de travailler, vous voyez, la conjoncture contemporaine, dont les pays du monde arabe sont un point particulièrement sensible, à partir d'un travail qui se fait sur deux contradictions et non pas une seule. Voilà, c'est une proposition particulièrement simple. Ma thèse est en effet que les événements dans le monde arabe démontrent que, aujourd'hui, dans la conscience des masses populaires, et singulièrement dans cette fraction intermédiaire qu'on pourrait appeler du nom de petite bourgeoisie éduquée, qu'on appelle quelquefois classe moyenne, etc., dans cette frange qui n'est ni réductible à l'antique prolétariat, ni réductible à la classe dominante, que dans la conscience de ces groupes sociaux, le drame contemporain, c'est que la contradiction entre modernité et tradition opère à contresens de la contradiction entre capitalisme et émancipation. Et qu'au lieu que ces deux contradictions soient parallèles, elles sont, dit le schéma, perpendiculaires. Et que du coup, une division axée sur le désir d'Occident, sur ce que j'ai appelé le désir d'Occident comme seul recours contre la tradition, expose le mouvement dans son ensemble à une captation autoritaire au service des intérêts impériaux. Vous voyez, logique, c'est de dire ceci. Si on veut comprendre la situation, il faut bien voir qu'aujourd'hui, il n'y a pas de superposition tenable dans les conjonctures concrètes entre la contradiction entre modernité et tradition, version éclairée et version réactive, conscience traditionnelle et conscience d'avant-garde, prenez-le comme vous voulez, il n'y a pas de superposition entre ça d'un côté et d'un autre côté la contradiction héritée de la période précédente, qui était quand même la contradiction entre capitalisme et révolution, bon, disons-le comme ça, ou entre capitalisme et communisme, peu importe les mots. Non seulement ces deux contradictions ne sont pas parallèles ou ajustées l'une à l'autre, mais elles sont en contradiction l'une avec l'autre. Donc la thèse, c'est la suivante: la conjoncture mondiale ne peut être éclairée qu'en termes de contradiction entre deux contradictions, et non pas de contradiction unique qui répartirait de façon simple des camps. Alors c'est ce que le schéma va essayer de dire, et je le commente rapidement en commentant dans l'ordre suivant les sommets, les côtés, le triangle, le rectangle noir et tout ce qui est rouge. Voilà. On va faire ça très vite. Alors premièrement, les sommets du carré indiquent les deux contradictions perpendiculaires et non pas parallèles. C'est-à-dire la contradiction verticale entre modernité et tradition et la contradiction horizontale
entre capitalisme et communisme, capitalisme et anticapitalisme, peu importe les mots pour l'instant. Voilà. Donc, ça, ce serait l'ossature absolument générale de ces deux contradictions perpendiculaires et non pas parallèles. Si on revient vers le mouvement populaire dans le monde arabe, on peut dire que, d'une certaine façon, lui, en tant que mouvement, pendant, mettons en Égypte, les 18 jours de son existence, il est relativement fusionnel. C'est-à-dire, il produit les deux contradictions dans une sorte d'indistinction générale. Pourquoi ? Parce que ceci est autorisé par le caractère négatif du mot d'ordre. Vous comprenez bien que Abba Moubarak, ça peut vouloir dire Abba Moubarak parce qu'il représente un système despotique et militaire archaïque de la politique et que nous voulons la démocratie en son sens occidental comme modernité politique, et puis avec des tas d'autres considérants derrière. Ça peut aussi vouloir dire, d'une certaine façon, nous ne voulons plus Moubarak parce qu'il est le représentant en Égypte du capitalisme militarisé et de l'alliance avec les Américains. Ça peut vouloir dire les deux choses. Mais les deux choses ne sont pas forcément en état de fusion. Donc le mouvement, comme toujours, fusionne des subjectivités politiques différentes avec le prix à payer d'un mot d'ordre essentiellement négatif. Donc, première raison pour laquelle il n'est pas facile au mouvement d'accoucher d'une vérité politique nouvelle, c'est qu'il peut donner l'apparence qu'il fusionne les deux contradictions, mais uniquement à l'intérieur d'une négation. Si on va passer à l'affirmation principielle, on va s'apercevoir aussitôt d'un décollement très important qui va en réalité scinder le mouvement lui-même. Voilà pour les sommets. Alors maintenant, je commente les trois côtés du carré dans le sens, en tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, Occident, fascisme, État socialiste. Alors, là, je vais très vite. D'une certaine façon, Occident, je l'ai déjà dit, c'est le nom de la modernité capitaliste. C'est le nom qui régit, désigne le fait qu'aujourd'hui, le capitalisme avancé, développé, et sa forme politique adéquate, à savoir la démocratie parlementaire, serait le nom de l'unique modernité politique. Tout le reste étant archaïque ou arriéré. Donc Occident, c'est le nom de la relation entre capitalisme et modernité. Fascisme, je l'ai déjà dit, c'est le nom d'une relation entre capitalisme et tradition, c'est-à-dire qui, au contraire, se réclame de la tradition comme compatibilité possible avec le capitalisme. Et sur le troisième côté, État socialiste, je propose de dire que les vieux États socialistes, les États socialistes, étaient en réalité un communisme articulé à une tradition. Voilà. Alors ça, je pourrais le développer longtemps, mais c'est pas le lieu ici. C'est-à-dire que vous savez très bien que ces États socialistes ont été caractérisés par un conservatisme foncier sur quantité de questions. Conservatisme sur la question des mœurs, conservatisme sur la question des formes politiques, et finalement, conservatisme sur la question de l'État. Puisque au lieu de bâtir un État axé en termes de mouvement vers le communisme, on bâtit un État encore plus séparé que l'État traditionnel. Donc, toute une vision du monde portée par ces États qui se réclamaient du communisme s'est orientée non pas vers la production d'une modernité nouvelle, mais s'est enracinée au contraire dans des éléments de tradition sur lesquels il a axé toute une partie de sa propagande. Alors, le quatrième côté qui serait décisif, ce serait l'invention d'une vérité politique nouvelle qui, tout en se réclamant du communisme, tout en se réclamant donc de la possibilité d'organiser la société sur des bases absolument différentes de celles de la modernité capitaliste, n'en serait pas moins créateur d'une nouvelle modernité. D'où le pointillé que vous voyez sur le quatrième côté du carré entre communisme et modernité, c'est la nouvelle vérité politique possible, telle que, y compris les émeutes historiques dans le monde arabe, montrent très clairement la nécessité. C'est-à-dire que si vous n'avez pas ce quatrième côté, vous n'avez plus le choix qu'entre l'articulation
traditionnelle du capitalisme et l'articulation occidentale moderne de la même chose. Et c'est cela qui se passe, exactement. C'est-à-dire que la scission du mouvement se fait selon des lignes qui ne permettent pas d'accoucher de ce dont ça pourrait être la promesse, à savoir une nouvelle modernité politique. Ce serait, si je puis dire, la possibilité d'une politique qui aurait des raisons d'être fidèle à l'unité du mouvement, et des raisons affirmatives, et non plus seulement des raisons négatives, vous voyez, et qui pourrait proposer à une partie de la composition du mouvement une modernité nouvelle, et qui pourrait proposer à l'autre partie du mouvement quelque chose qui serait réellement de nature anticapitaliste. Voilà. Alors, à partir de là, on pourrait développer toute série de conséquences détaillées sur lesquelles je vais passer rapidement, et qui porteraient, point par point, je vous donne simplement les têtes de chapitre. On pourrait, à titre d'exemple, avec ce schéma, simplement réduit pour l'instant à son carré, vous expliquerez vous-même, vous vous expliquerez à vous-même la complexité de l'intérieur du carré. On pourrait donner 3 exemples, qu'après tout je vous lègue en exercice, si vous voulez. C'est-à-dire, premièrement, ce schéma permet d'expliquer, ça je l'ai presque déjà fait pour vous, l'exercice permet d'expliquer l'étrange circularité égyptienne dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire pourquoi, d'une certaine façon, il y a en définitive un retour de la figure de l'État militaire, alors qu'il était justement la cible absolument première du mouvement lui-même. Et vous voyez bien que c'est parce que, entre les deux, c'est en réalité la corrélation entre capitalisme et tradition qui s'est installée au pouvoir. Et que la corrélation entre capitalisme et tradition, c'était une composante possible du mouvement, mais ça n'en était pas du tout la nature générale, la nature unificatrice. Autrement dit, que Moubarak dégage pour que s'installe en gérant du capitalisme égyptien des partisans acharnés de la mentalité de l'organisation sociale traditionnelle, c'était absolument pas ce que voulait toute une partie essentielle du mouvement. Mais on ne peut pas sortir, vous voyez, de cette figure, c'est-à-dire de cette impasse circulaire, si on n'est pas en état de proposer une figure émancipatrice, une politique nouvelle, totalement disjointe du désir d'Occident, mais qui néanmoins se propose de façon effective comme modernité, et non pas comme utilisation ou retour à des vieux schémas traditionnels, eux-mêmes despotiques et usés. Donc ça, ce serait le premier point. Le deuxième point, ça permettrait d'éclairer pourquoi l'enjeu constitutionnel a été décisif et demeure décisif, comme vous savez, dans la situation dans les pays arabes. Pourquoi ce côté de la discussion de la Constitution, que ce soit en Tunisie, en Égypte ou ailleurs, est si fondamental? Je pense que finalement, c'est parce que les questions de la modernité objective prennent la forme constitutionnelle de l'État. C'est une des modalités supplémentaires de l'emprise de la question de l'État sur le mouvement, là où une nouvelle vérité politique n'est pas en travail, à savoir que la question de ce qui est interdit ou autorisé devient centrale, alors que ça n'est qu'une question politique tout à fait dérivée, ça. Elle devrait être portée et résolue dans un contexte autre que celui d'une discussion constitutionnelle. Vous voyez, l'importance de la question constitutionnelle est le pendant et la conséquence de l'hégémonie du thème des élections libres comme prétendu résultat ou solde du mouvement. Et troisièmement, on pourrait aussi s'interroger à partir du schéma sur le rôle de la violence. Quelle a été la fonction spécifique de la violence, de son retour, de sa permanence ou de son recommencement. Alors, on a demandé, c'était la question, c'était mon exercice supposé, on a demandé si dans tout cela il était question de parler de révolution. Voilà. Alors le problème que tout ce que j'ai dit soulève, c'est est-ce que nous savons aujourd'hui ce que c'est qu'une révolution? Alors nous savons en tout cas que même si Moubarak dégage, comme il se peut bien que vienne al-Sisi,
révolution prend son sens habituel de la révolution des astres, hein, c'est-à-dire tourner autour du même centre. Nous savons aussi que, évidemment, la Constitution peut changer, mais le capitalisme et l'inégalité demeurent. Donc ça, c'est la question du point fixe. Le débat constitutionnel, si âpre soit-il, ne touche pas en réalité au point fixe de la situation. Révolution peut n'avoir pas de sens autre que de tourner autour du même axe, et réforme constitutionnelle, en tout cas, laisse subsister justement le même axe. Au fond, nous savons que la destruction du vieux monde n'est pas par elle-même la réalisation d'un nouveau monde, mais de nouvelles formes du vieux monde. Alors la tempête historique n'est politique que si elle fait venir, fût-ce lentement, mais dans une sorte de certitude laborieuse, dont au fond la figure du militant est porteuse, comme l'arc-en-ciel de nouvelles lumières. Et c'est pourquoi je voudrais terminer par un poème de Mahmoud Darwish. Parce que c'est ce qu'il nous dit à la fin du grand poème qui est titré « Sous les fenêtres antiques », que vous trouverez dans le recueil des poèmes palestiniens. Et au fond, ce poème va nous dire que quand la politique est absente, on peut tout de même trouver dans le poème de quoi saisir la trace de cette absence. Et je vous lis cette fin du poème dans la traduction de Olivier Carré. Cette fin du poème s'appelle « Promesse de la tempête ». Qu'apparaisse, je le veux, le refus de la mort. Je brûlerai les champs qui larmoient comme saignement de nez et dénuderai l'olivier de toutes ses branches suintantes. Et si j'ai chanté la joie sous les paupières des yeux apeurés, c'est que la tempête m'a promis un vin de cépages nouveaux et des arcs-en-ciel. La tempête a balayé le bruissement des oiseaux vains et des branchages d'emprunt de dessus les troncs des arbres bien en pied. Qu'apparaisse, je le veux, la fierté de toi, entaille de la ville, ô toi, gravure d'un éclair sur nos nuits mornes. La nuit se renfrogne à ma vue, pour me garder de l'ombre et des regards de la haine, j'irai chanter la joie sous les paupières des yeux apeurés. Depuis qu'elle s'est levée dans mon pays, la tempête m'a promis du vin et des arcs-en-ciel. Alors vous voyez, ce que Darwish nous dit là, c'est que, au fond, il faut être partout dans le monde à la recherche d'une modernité qui ne soit plus chevillée au désir d'Occident, qui ne soit plus ce qu'il appelle les écorces d'emprunt, qui soit porteuse de l'égalité et non de la puissance du capital, qui soit la régénérescence de l'arbre solide dont parle aussi Darwish, l'arbre solide du communisme aujourd'hui flétri, et peut-être à l'école de ce que les émeutes du monde arabe ont encore à nous dire, nous ont dit et ont encore à nous dire, car leur destin politique n'est pas achevé, il faudrait que viennent les nouvelles tempêtes, parce que c'est bien de tempêtes que nous avons aussi besoin, de tempêtes historiques, mais des tempêtes qui, comme le désire le poète, promettent positivement quelque chose. Des tempêtes qui promettent l'alliance du vin et des arcs-en-ciel. Merci. Magnifique, quelle belle fin. Bien, écoutez, je pense qu'on peut dire un grand merci à Alain Badiou pour cet exposé brillant qui nous a fait voyager dans l'arc-en-ciel de la pensée, j'allais dire. Avant que ceux d'entre vous qui ont quelques questions rapides, je pense, à poser à Alain Badiou, moi j'avais deux questions, un petit peu remarques à lui faire.
Premièrement, bien que pour nous référer à votre maître Mao, vous n'ayez pas fait d'enquête, j'aimerais que vous nous disiez si, à vos yeux, la situation en Égypte et en Tunisie est en tout point similaire, ou s'il n'y a pas, dans ces glissements, dans ces révolutions au sens mécanique du terme, s'il n'y a pas des différences. Parce que vous avez pas mal parlé de l'Égypte. Est-ce qu'on peut déjà établir cette chose? Et ensuite, si vous le voulez bien, j'aimerais que vous reveniez sur une notion qui me semble importante, qui est celle de légitimité dans ces mouvements. Parce qu'on a l'impression, nous, de l'extérieur et non philosophes, qu'il y a une quête de légitimité et que ce qui semblait une légitimité évidente ne l'est plus. C'est-à-dire celle d'élection, qui parle, comme vous diriez vous en marxiste, d'où ça parle, et quelle est la légitimité des gens qui parlent? Est-ce qu'elle est successive? Est-ce que ce sont des légitimités légitimes, j'allais dire? Si vous voulez bien nous éclairer sur ces deux points. En ce qui concerne sur la question particulière qui m'a donné lieu là, à intervention, à savoir les modalités dans lesquelles apparaît historiquement la difficulté d'articulation entre l'événement historique et la nouveauté politique, c'était ça au fond le problème central, il me semble, mais que la situation en Tunisie n'est pas absolument superposable à la situation en Égypte, pour la raison que, à ma connaissance en tout cas, elle est encore ouverte, la situation en Tunisie. On est au stade où, d'une certaine façon, le pouvoir issu des élections libres est en situation d'accepter éventuellement son remplacement, ce qu'en Égypte, Morsi non seulement a refusé catégoriquement, mais si je puis dire continue à refuser, au prix d'un préalable accord sur notamment certaines des configurations de la Constitution. Donc on est dans un stade différent vraiment, et dont l'issue n'est pas préformée. Là, je ne connais pas assez la situation dans son détail pour me lancer dans la moindre prédiction, évidemment. Mais je vois bien que ça n'est pas la même chose. C'est-à-dire que on n'est pas dans un processus dont la circularité est engagée de la même façon. On est dans un moment de face à face accepté de part et d'autre, mais qui n'en reste pas moins face à face avec, pour l'instant, un accord qui n'est pas praticable, et donc des décisions qui sont constamment reportées à plus tard. D'autre part, j'ai le sentiment que cette liberté relative est aussi liée au fait que la Tunisie est sans doute, là aussi je m'avance, mais est sans doute un enjeu moins fondamental et moins stratégique que l'Égypte, et que donc l'agitation, si je puis dire, des grandes puissances à son sujet est moins prégnante. Il faut quand même voir que l'Égypte est une société, enfin un pays qui était un point d'appui majeur de la politique occidentale dans tout le Moyen-Orient. C'est une situation fondamentale. Moi, j'ai toujours considéré, bien avant même qu'il y ait ces événements, que c'était en partie la clé de la situation. Bien sûr, il y a l'Iran, bien sûr, il y a la Syrie, bien sûr, mais l'Égypte, c'était quand même le grand pays frontalier d'Israël, celui qui a mené les dernières grandes guerres entre le monde arabe et Israël. C'est un pays extrêmement peuplé, une grande nation historique. Enfin, pour toutes sortes de raisons convergentes, ce qui se passe en Égypte est, à mon avis, tout à fait déterminant pour une puissance, les États-Unis, qui était son bailleur de fonds quand même. L'appareil militaire égyptien, une créature entretenue quand même par les Américains. Vous savez que le soutien du budget américain à l'Égypte est le plus important mondialement. C'est vraiment... Alors pour toutes ces raisons, je pense qu'il faudra sans doute dégager des énergies bien plus considérables en Égypte pour modifier radicalement la situation, et que là, ça suppose vraiment absolument l'ouverture à une échelle de temps qu'on ne connaît pas d'une politique
la politique d'une modernité nouvelle. Alors qu'en Tunisie, je pense que le jeu est quand même plus ouvert. Voilà, plus ouvert, enfin. Et moins violent. Hein? Et moins violent. Moins violent, engageant des moindres masses. Et puis, les origines ne sont pas tout à fait identiques non plus. La capacité organisée, malgré tout, du monde ouvrier a perduré en Tunisie. Le syndicat est resté une entité significative, un interlocuteur effectif de la situation. Il y a vraiment des différences importantes. Et je pense que de ce point de vue-là, la Tunisie est un laboratoire politique sans doute plus localisé, plus limité, mais en un certain sens peut-être plus ouvert et plus instructif à terme, parce qu'en Égypte, il faut vraiment il y a une pesanteur des blocs en présence qui est extrêmement. Pas oublier que l'affrontement entre armée et frères musulmans régit la politique égyptienne depuis les années 50. Donc c'est un demi-siècle d'histoire qui, d'une certaine façon, et là, ce qui s'est passé, c'est qu'au fond, normalement, la situation aurait dû accoucher d'un acteur nouveau, véritable, et que c'est quand même finalement par le retour à l'affrontement exterminateur, si je puis dire, entre l'armée et les frères musulmans que la séquence historique, pour l'instant, s'est ramenée. Voilà, la seconde question. La légitimité des pouvoirs. Ah oui, alors la légitimité, moi, je vais vous dire quelque chose. La question de la légitimité est une question qui a toujours été très compliquée parce que si on prend la question de la légitimité du côté de l'État, alors cette légitimité, en réalité, relève de considérations qui sont largement juridiques. Alors juridique au sens politique. C'est ce que dit la légitimité il dit, constitutionnelle. Je suis le président légitime. Dit voilà, Morsi. il faut qu'il y ait un président légitime. Et un président légitime, c'est un président qui a été légitimement élu. Et un président légitimement élu, c'est un président qui a été élu conformément aux règles instituées et consensuelles de la Constitution. Donc le débat constitutionnel, c'est un débat qui définit la légitimité politique en termes de pouvoir d'État. En termes de pouvoir d'État réglé, codé par des considérations constitutionnelles. Et puis, la légitimité d'un mouvement est tout à fait différente. Il est tout à fait frappant que non seulement tout le monde, lors des grandes manifestations égyptiennes sur la place Tahrir, disait sur la place « Nous sommes les Égyptiens », alors qu'ils étaient, même s'ils étaient 2 millions, ils étaient loin d'être les Égyptiens. Mais que l'opinion publique mondiale entérinait ce point. Vraiment. Donc, même l'opinion occidentale, qui n'aurait pas dû, en vertu de ses propres principes, n'est-ce pas, ils n'avaient pas été élus légitimement, les gens qui étaient sur la place Tahrir. Elle n'aurait pas dû mais il y avait une puissance irrésistible de cette affirmation légitime, nous sommes le peuple égyptien, qui était une légitimité factuelle, une légitimité historique. Et puis alors, il y aurait un troisième type de légitimité qui serait une légitimité liée au fait qu'on a conduit jusqu'au bout un processus politique, un peu, par exemple, comme la mise en place des premières institutions provisoires au moment, mettons, de la libération de la France, a été légitime parce que c'était les résistants qui le faisaient. C'était aussi une minorité. Hein. Oui, oui. C'était aussi une minorité. Donc je pense qu'il y a 3 légitimités différentes. Voilà. Il y a une légitimité historique qui en fait est une légitimité populaire et massive. Il y a une légitimité politique qui est une légitimité des processus novateurs de la politique. Et puis il y a une légitimité étatique, constitutionnelle. Et l'histoire de la légitimité, c'est toujours l'histoire de la relation compliquée, conflictuelle, articulée entre ces 3 légitimités. Et là, on voit très bien, les élections libres, c'était la tentative de passer d'une légitimité historique à une légitimité étatique. Mais ça n'a pas marché. C'est-à-dire, cette légitimité étatique, elle n'a pas été reconnue comme légitime, largement par une partie importante du mouvement lui-même. C'est donc bien la preuve qu'on ne peut pas imposer la légitimité étatique quand les autres types de légitimité sont actifs. Ça va bien quand personne ne lève le petit doigt. Alors à ce moment-là, évidemment, on va voter le jour où la Constitution demande de voter, et puis voilà, c'est tout. Mais si vous avez quelques millions de gens dans les rues, c'est plus tout à fait la même chose.
au point que je me souviens parfaitement que subjectivement, l'expérience des élections provoquées par De Gaulle à la fin de 68 sont apparues aux gens du mouvement comme une pure et simple instrument de répression de la légitimité du mouvement. C'est-à-dire le remplacement de la légitimité du mouvement par la légitimité constitutionnelle, par une décision étatique forcée. D'où le grand mot d'ordre, élection piège à con. Ça nous rappelle des voilà. souvenirs. Ben oui, c'était comme si le mouvement avait été le pigeon de cette affaire. C'est intéressant parce qu'au-delà des révolutions arabes dont on a parlé, ce mot de légitimité revient extrêmement fréquemment. Ben oui. Mais pour la contester plutôt. Mais je pense que le mot légitimité revient très souvent parce que précisément aujourd'hui, non seulement dans les pays arabes, mais c'est pour ça aussi qu'ils sont intéressants et ont une portée universelle, la question de la légitimité refait surface dans le contexte de contradiction entre des définitions différentes de la légitimité. Par exemple, aujourd'hui, une frange de l'opinion française est en train de mettre en cause la légitimité du président de la République. Ben oui. Il y a aussi un Hollande dégage. Ça, si on lit la presse. Ben oui, mais tout ce que j'ai dit indique qu'il faut aussi se méfier de ça, malheureusement. C'est-à-dire qu'Hollande dégage, il y a beaucoup de gens, moi personnellement, Hollande, vous imaginez, mais il y a beaucoup de gens qui disent Hollande dégage avec qui j'ai pas envie de le dire. Oui, c'est le problème. Pardon de vous avoir ramené à des considérations plus terre à terre, mais c'était bien de décélérer, parce que là, on était vraiment dans l'empiré. Nos amis ont des questions, mademoiselle. Si vous voulez faire passer des micros, il y a des mains qui se lèvent. Il y avait une main verte là-bas, enfin, une manche verte, et le monsieur, là. Oui, il y avait une manche verte un peu vers le fond. Monsieur. Oui, alors, je vous demanderai de poser des questions assez brèves pour qu'Alain Badiou puisse y répondre et que le maximum d'entre nous puisse lui poser des questions dans le temps qui nous est imparti. Merci. Alors, très brièvement, il me semble quand même que la seule constitution légitime, c'est l'adresse à l'autre. Et l'adresse à l'autre, vous avez terminé par là, c'est une adresse poétique. C'est-à-dire ce qui est constituant, c'est l'autre en tant qu'autre, c'est-à-dire comme cet événement peut-être politique constituant, qui est la parole de poésie. Alors je m'interroge, est-ce que fondamentalement, puisque c'est votre orientation générale, comment fait-on pour en parler, non pas là-bas, dans le tumulte, avec cette sympathie d'aspiration qui frise l'enthousiasme, pour reprendre les mots de Kant, pour le pur idée de révolution. Est-ce que cette révolution, comment fait-elle pour se constituer légitimement comme adresse poétique à l'autre, où, dans quel lieu, dans quelles circonstances, sur les places, dans la révolution, ou ici, parce que nous nous adressons mutuellement les uns aux autres? Voilà cette question trop courte. J'aimerais pouvoir vous répondre. Sacrée question. On avait dit une question courte et simple. Je peux quand même dire quelque chose. Je pense que, en réalité, dans l'événement, je pense qu'il y a toujours, à un moment donné, un énoncé fondamental. Je prends énoncé en un sens assez flou. Et la création de cet énoncé fondamental, on peut parfaitement dire qu'elle a une portée poétique. Parce que, d'une certaine façon, étant donné qu'un événement véritable est imprévisible, il est aussi, d'une certaine manière, innommable. C'est-à-dire que si on prend les coutumes de nomination, on n'a pas de nom disponible pour le nommer. Alors, si on admet que la poésie, c'est ce qui tente de nommer ce que d'habitude on ne peut pas nommer, on peut dire qu'il y a toujours un moment dans les révolutions où un nom, qui peut être un nom qui avait déjà des différents sens, mais prend une intensité, un nom, une phrase, un mot d'ordre. Vous comprenez bien que l'apparition dans la Révolution de 89 de liberté, égalité, fraternité, vous pouvez le considérer comme un poème historique, vraiment. Hein, comme quelque chose qui est à la fois scandé, sonore, musical, et qui en même temps porte une intensité subjective prodigieuse et dont les conséquences résonnent jusqu'à aujourd'hui, après tout. Hein.
C'est ça. Alors, sur ce que je peux dire, c'est que Moubarak dégage, ça n'a pas autant d'allure. La vertu poétique est moindre. Mais la vertu poétique, c'est aussi probablement une vertu liée à ce que je disais. C'est-à-dire le moment où de l'intensité historique émerge une possibilité politique qui a aussi son propre mot d'ordre. Merci. Il nous reste 5 minutes en tout, donc une question, mais vraiment une vraie question et très courte, très très courte. Parce que sinon, Alain va partir dans un brillant dégagement et on y passe la nuit. Moi, je veux bien, mais notre puissance invitante ne serait pas d'accord. Question, monsieur. Je vais abréger. Très courte. Je vais très, demander très à Alain Badiou si il ne trouve pas par hasard que toutes ces révolutions, même s'ils se réservent de révolutions modèle type, française, ou bolchevique, ou peut-être iranienne, décapitant le pouvoir tout entier, vous ne trouvez pas que ce sont des émeutes ou des révolutions, des révoltes qui ont été absorbées, voire détournées géopolitiquement à l'épreuve de la séquence égyptienne et syrienne? Oui. Oui, ça ce serait un débat à soi tout seul. Je suis convaincu, je lui ai fait allusion à la fin, que le contexte géopolitique a infléchi et rendu de plus en plus complexe et obscur ce qui tentait d'être dit en réalité dans le mouvement populaire initial. Parce que il faut bien voir le monde arabe, mais le Moyen-Orient plus généralement et plus particulièrement en même temps, le Moyen-Orient, c'est une plaque sensible de l'ensemble des contradictions géopolitiques contemporaines. Je me dis parfois que c'est comme, ce qui n'est pas une considération rassurante, que c'est comme les Balkans avant la guerre de 14. C'est-à-dire un mélange de conflits, d'interventions étrangères, de chacun à ses patrons, de livraison d'armes, de guerres civiles, etc., de mouvements révolutionnaires. Exactement. Il y a guerre mondiale sur votre schéma, on n'a pas eu le temps de le commenter, mais ça fout les boules. Et par conséquent, là, moi, j'adopterais alors la maxime de Lénine sur ce point. C'est-à-dire, ou bien la révolution conjurera la guerre, ou bien la guerre provoquera la révolution. Voilà. Pour l'instant, on préférerait quand même la première branche de l'alternative. Une ultime question. Madame, oui, une main rouge féminine. Ah bah, la parité, messieurs, dames, quand même. De toute façon, ces pays, depuis le 19e siècle, sont entièrement colonisés. Est-ce que l'Égypte peut faire ce qu'elle veut? Est-ce que la Syrie peut faire ce qu'elle veut? Est-ce que le monde arabe peut faire ce qu'il veut? J'ai eu 20 ans à Beyrouth. Ceci dit, je vais vous dire. Ce que vous oubliez de dire, c'est qu'en 2009, le roi d'Arabie Saoudite arrive à Damas. C'est pas une question, madame, ça. Je vous en supplie. Ils font un billet de banque. Oui. Garanti sur le pétrole. Vous vous rendez compte? Est-ce que vous voulez le DVD de monsieur Strauss-Kahn, qui en 2009 dit « Il nous faut la Turquie dans l'Europe, parce que comme ça on la tient ». On fait aussitôt l'indépendance du Kurdistan, dont le pétrole est entièrement tenu par M. Rothschild. Allez, chère et madame, ce qu'il faut, vous ferez une conférence un autre jour. C'est pas possible. La Turquie de se ressouder avec le monde arabe, car il faut faire exploser le monde arabe. Rendez-nous le micro, merci. Je suis désolé, mais c'est pas possible. Vous voyez, une vraie courte question, mais une question là, vraiment. Oui. Une question ouverte. Oui, juste une courte question. Oui, mais vous avez cité les 3 mots-clés pour la France: liberté, égalité, fraternité. Dans votre discours, vous avez parlé beaucoup du mot dégage, en l'attribuant à l'Égypte, c'est d'abord tunisien. Et les Tunisiens ont dit dégage, et en plus, et en parallèle, ils ont dit liberté, dignité, justice. Et ben voilà. Ouais. Ça va ? Oui, non, je voulais simplement dire que j'ai entendu aussi cette affirmation, mais tout le point lorsque vous dites liberté, dignité, justice, en réalité, évidemment, tout le point
c'est de savoir ce qu'on entend aujourd'hui par justice. Et il faut quand même en dire un peu davantage, parce que la division des choses aujourd'hui, si on prend les deux contradictions dont j'ai parlé, elle repose sur le fait que, après tout, la distinction entre modernité et tradition ne se prononce pas expressément sur ce que c'est que la justice. Chacun des deux pôles a sa propre définition de la justice. C'est l'autre, c'est la contradiction transversale qui, là, propose une contradiction explicite à propos de la justice et qui déclare que, en tout cas, tant que le capitalisme organise les sociétés mondialisées, la justice est impossible à proprement parler. Voilà. Donc moi je suis d'accord avec ça, mais les nouveaux poèmes positifs à écrire, ce sont les poèmes de la justice, vraiment, aujourd'hui. C'est-à-dire que on pourrait dire que tout ça revient à dire quelle est la proposition contemporaine concernant la justice. Et ça, c'est une question que j'estime ouverte. Parce qu'on a des abstractions là-dessus, égalité, collectivisation, etc. Mais en tant que mot d'ordre qui serait significatif, ouvrirait une nouvelle époque des politiques, on est dans un intervalle, on est dans une période encore obscure. Alors on va être obligé de se séparer sur cette obscurité. Merci encore Alain Badiou, merci à vous tous.